Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit que vous auriez potentiellement le débrief le matin et du coup vous l'avez. Vous avez donc le débrief de ce Paris Saint-Germain-Brest mais également le débrief de Real Madrid-Manchester City. Ça va être donc une super vidéo où je vais vous parler des deux matchs. On va commencer par Paris Saint-Germain-Brest. Il y a également eu d'autres matchs dans la soirée qui étaient intéressants, notamment le 0-0 du Sporting et le 3-1 du PSV Eindhoven. Ça s'affiche pas sur la droite, mais vous m'avez compris pour ceux qui ont un peu suivi les résultats de la Ligue des Champions. Et voilà, on va faire ce petit débrief où on va parler du coup de ce match du Paris Saint-Germain. Vraiment, c'est un massacre, on va pas se mentir. Victoire 7-0 des Parisiens, 10-0 au cumul des deux matchs. C'est n'importe quoi, à tel point que la Ligue des Champions n'arrivait même pas à afficher le score cumulé. Donc voilà, c'était vraiment un massacre. Et d'ailleurs, on voit 7-0, 7 buteurs différents. Encore une fois, ça montre que ce Paris Saint-Germain est une équipe, entre guillemets, totale, qui est capable de marquer avec à peu près tout, avec à peu près tous ses joueurs. Donc ça, c'est absolument dingue. On voit même qu'il y a des joueurs remplaçants qui ont marqué, notamment Mayoulou, qui vient un petit peu achever les Brestois à la fin, même si bon, à 6-0 c'était déjà plus ou moins fait. Mais voilà, il y a quand même eu les entrants qui ont réussi à marquer, notamment Doué et Ramos. Voilà, énorme match de la part des Parisiens qui, en plus de ça, ont fait une énorme première période. On va évidemment en parler, on le voit ici au niveau des menaces en attaque. Les Brestois n'ont quasiment pas existé en première période, puisque les Parisiens ont eu le ballon et ont surtout étouffé complètement les relances brestoises. Il y a eu 68% de possession, les Brestois ont réussi à mettre un peu plus le pied en seconde période sur le ballon, donc c'est pour ça que la possession est peut-être pas aussi forte que certains ne le pensent, mais ça reste quand même quasiment 70% de possession, c'est absolument énorme. Il y a eu 3,5 XG du côté du Paris Saint-Germain, donc voilà, ça montre que le Paris Saint-Germain a su se créer un nombre énorme d'occasions, mais qui a en plus de ça été particulièrement efficace, parce qu'on est censé marquer 3,5 buts dans le match, on en marque 7, le double littéralement. Donc voilà, ça prouve que ce Paris Saint-Germain est quand même très efficace. Il y a eu 20 tirs côté des Parisiens, donc voilà, ça pareil, ça montre que le PSG est capable de se créer beaucoup d'occasions, mais surtout d'en conclure énormément, puisqu'il y a des matchs où le Paris Saint-Germain termine à 30 tirs et ne marque qu'un seul but. Là, 20 tirs, 7 buts, c'est énorme, c'est une vraie preuve d'efficacité. Il y a eu 8 grandes chances, au final on a marqué 7 buts, donc encore une fois ça prouve cette efficacité. De l'autre côté, les Brestois ont quand même 0,97 XG, évidemment ils ont eu un peu plus de menaces entre guillemets en seconde période, ils ont été un peu plus menaçants et c'est globalement de là que viennent beaucoup des attaques, je pense notamment au poteau qui a dû bien gonfler cette stat d'XG, mais voilà, ça prouve que le Paris Saint-Germain n'est toujours pas une équipe infaillible, elle concède toujours un petit peu d'occasion et ça c'est peut-être un peu dommage. Mais voilà, concrètement, ce Paris Saint-Germain n'a même pas encaissé. Donnarumma a fait un match plutôt intéressant dans les cages. Défensivement, on a été énorme. Donc oui, il y a quelques XG pour Brest. Mais franchement, est-ce que c'est pas un petit peu anodin, j'ai envie de vous dire? Ça l'est au vu du score. Maintenant, en Ligue des Champions, quand on va se retrouver en phase finale, puisque je vais vous montrer un petit peu le tableau face à Liverpool ou le Barça, évidemment là il faudra faire un peu plus attention à laisser moins d'occasions à ces équipes, même si forcément ils en auront. Il y a eu quand même 13 tirs côté des Brestois, donc encore une fois ça montre qu'ils ont eu des occasions, même s'il y a beaucoup de tirs qui ne sont pas cadrés, et il y a eu 2 grandes chances du côté des Brestois, donc voilà, encore une fois ce sont des stats qui prouvent que les Brestois ont su se créer des occasions. Au niveau des top statistiques, donc voilà, je vais vous montrer un petit peu, on voit que Visha Kvaratskhelia qui a eu la meilleure note, il a joué les 90 minutes, un but, une passe décisive, il a tiré 2 fois, donc voilà, ça montre beaucoup d'efficacité. On voit d'ailleurs que les Parisiens ont globalement fait une excellente rencontre, puisqu'on voit qu'ils ont des notes particulièrement hautes, mais moi ce qui m'intéresse c'est les stats de duel avant tout, que j'avais envie de vous montrer avant de passer au cas par cas sur les joueurs. Kvaratskhelia a remporté 10 duels, alors certes il en a perdu 5 mais il en a quand même remporté 10, donc c'est absolument énorme comme statistique. Duels sur le terrain gagné, 10 sur 15, ce qui est franchement très bon pour un attaquant. Il a subi 2 fautes, lui il en a commis 2, mais par contre il est quand même à 6 dribbles réussis sur 8 et 2 tacles réussis, donc voilà, franchement il a été très bon, offensivement comme défensivement, il a participé au pressing, et ça c'est évidemment très bien, et c'est à mettre à son crédit.
Donc on passe un petit peu au cas par cas et regardons la composition. Bon, on avait une composition qui ressemble plutôt aux 11 titulaires du Paris Saint-Germain, même s'il est vrai qu'on n'avait pas de Désiré Doué et que Walid Zaïre-Emery était toujours pas appelé, forcément il est encore blessé. Mais voilà, globalement ça ressemble à un 11 titulaire. Et oui, Fabien Ruiz pour moi fait partie du 11 titulaire aligné par Luis Enrique, qu'on le veuille ou non, on l'aura Fabien Ruiz jusqu'à la fin. Mais je me moque un petit peu de Fabien Ruiz, mais il a fait un très bon match hier soir. Il a pris le jeu à son compte, il a donné quand même 2 passes décisives, dont une absolument magnifique pour Bradley Barcola sur un ballon très long, et quand même 3 occasions créées pour lui, c'est top. Il a pris vraiment beaucoup de risques à la relance, et moi j'ai beaucoup aimé, 62 ballons touchés, 6 touches dans la surface adverse et 10 passes dans le dernier tiers. 2 passes longues précises, et même défensivement il a une activité très correcte, 4 récupérations, 3 actions défensives, une interception, un dégagement. C'est pas là qu'on l'a vu le plus briller, mais c'est vrai qu'offensivement il a été également beaucoup trouvé, notamment dans les demi-espaces, dans des débordements, dans le fait que voilà, il plonge un petit peu dans ces demi-espaces. Il a été trouvé pas mal de fois, même si malheureusement je pense qu'il aurait pu marquer 1 ou 2 buts, hein, mais il s'est un petit peu manqué, c'est dommage pour lui, mais franchement il fait quand même une très belle rencontre. Donc voilà, je souligne, Fabien Ruiz a fait un très bon match ce soir. Quand il est pas bon, on le dit, mais quand il est bon, faut également le dire, et là, il l'a été. On va quand même revenir sur la ligne d'attaque et on voit que Visca Kvaratskhelia qui a été ailier droit, pas tout à fait, hein. Il a quand même pas mal bougé dans ce match, et d'ailleurs le but qu'il marque c'est plutôt côté gauche sur une déviation de Bradley Barcola, et voilà, il a également donné une passe décisive, si je me trompe pas c'est pour Désiré Doué, hein, si je me rappelle bien. 3 occasions créées. Au niveau de ses XG il est quand même à 0,21, il s'est pas tant que ça retrouvé en position de frappe, mais il l'a été et il a marqué son but, donc c'est très bien, un but assez libérateur, hein. On l'a vu célébrer, il était super content, et franchement ça faisait plaisir de voir ces images. 72 ballons touchés, 8 touches dans la surface adverse, 6 dribbles réussis, 4 passes dans le dernier tiers, un centre réussi. Voilà, il a été très bon. Il y a quand même 2 tacles réussis également, 4 actions défensives, 3 récupérations. Offensivement très présent, même si moi je dis qu'il manque encore un petit peu de repères, mais il a été excellent, et selon FotMob il a été élu homme du match. Je sais pas du tout qui a été élu homme du match dans la vraie vie, peut-être Barcola, à voir. Mais voilà, Kvaratskhelia en tout cas a fait un bon match. Ça manque encore un peu de repères, mais il a été quand même très bon hier soir, donc ça c'est à souligner. Dembélé qui malheureusement ne délivre pas de but ni de passe décisive, c'est dommage, parce que franchement c'était un match où il aurait pu marquer. En plus il sort assez tôt, c'est pas gravissime en soi, puisqu'il avait marqué évidemment au match aller son doublé, et surtout il a quand même fait un bon match, 2 occasions créées. Au final il a eu assez peu d'XG, il s'est pas tant que ça retrouvé en position de frappe, mais il a quand même donné quelques bons ballons qui malheureusement n'ont pas été matérialisés par des passes décisives. On voit quand même 0,30 de passes décisives attendues. Il y a eu un tir bloqué, 58 ballons touchés, 7 touches dans la surface adverse, 3 dribbles réussis, 6 passes dans le dernier tiers, 3 passes longues précises sur 3. Voilà, il a été trouvé quand même assez bas, plutôt dans le cœur du jeu, et ça a été franchement intéressant également de le voir dans ce positionnement-là, même si évidemment on l'attend également à la finition. Mais voilà, il a quand même fait un très bon match hier soir. Bradley Barcola sur ce poste d'ailier gauche, qui a parfois alterné avec Kvaratskhelia, et même Dembélé qui s'est pas mal de fois retrouvé également à ce poste d'ailier droit. En fait ça a beaucoup permuté dans ses attaquants. Il a joué 61 minutes, hein, à peu près comme Ousmane Dembélé. Il y a eu une occasion créée, 0,82 d'XG, donc ça c'est absolument énorme évidemment. Ça prouve que c'est un des joueurs qui s'est créé le plus d'occasions, et en plus de ça il a joué très proprement, et son but est assez beau. Alors pour moi il se manque quand même sur son contrôle, mais voilà, il se relève bien entre guillemets, il continue très bien son action en marquant pied gauche en plus de ça, donc c'est un très beau geste en plus qu'il a réalisé de finition. 43 ballons touchés, 11 touches dans la surface adverse, 3 dribbles réussis. Il a été excellent offensivement, pas de soucis, et défensivement pareil. Il a quand même pressé, 2 interceptions, 2 actions défensives, 5 récupérations. Voilà, il a fait un bon match dans à peu près tous les domaines. Barcola, il a défendu en plus, donc très bien. Au milieu de terrain, on a déjà parlé de Fabien Ruiz, on va parler de Vitinha, qui encore une fois a eu son rôle un petit peu de métronome, qui a été vraiment très bon, hein, qui a su vraiment poser le jeu, contrôler le match. Si on a eu autant de contrôle sur la rencontre, c'est vraiment énormément grâce à Vitinha, qui a su vraiment imprimer le tempo qu'il voulait, qui en plus de ça marque son but, une frappe de loin. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vraiment vu mettre des frappes de loin comme ça, hormis les coups francs évidemment. Et voilà, là c'est très bien tiré, au ras du poteau, comme ça, au ras du sol plutôt, et franchement magnifique but de Vitinha, qui voilà, en plus de ça a été assez propre, hein, 96% de passes réussies,
87 ballons touchés, 2 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, mais surtout 16 passes dans le dernier tiers. Il a été énorme. C'est vraiment le joueur qui a créé probablement le plus d'occasions pour ses partenaires grâce à ses excellents ballons. Et il y a 6 passes longues précises, donc ça aussi c'est très bien. Défensivement intéressant, 5 récupérations, 3 actions défensives, une interception et un tacle réussi. On a eu un très bon Vitinha ce soir. Neves a été plutôt intéressant également, alors on l'a pas forcément énormément vu, mais il a quand même été bon. 93% de passes réussies, 2 occasions créées. Il y a quand même un tir sur le cadre également pour João Neves, 74 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, 1 dribble réussi, 8 passes dans le dernier tiers, 1 centre réussi, 5 passes longues précises. Voilà, déjà offensivement il a su créer pas mal d'occasions du côté du Paris Saint-Germain, même si c'est pas vraiment forcément dans ce registre qu'on l'a vu. On l'a également vu beaucoup au pressing, un tacle réussi, une action défensive et 7 récupérations. Il a toujours été très bon et franchement João Neves, on voit quand il y a un PSG sans lui et un PSG avec, et là il a été très bon, même si peut-être un petit peu moins en vue que Vitinha et Ruiz, mais il a quand même fait un bon match. Nuno Mendes également a fait une bonne rencontre, alors on peut le trouver emprunté quelques fois, mais quand il est là offensivement, il est vraiment énorme, et même défensivement, il fait un match somme toute assez correct. 3 dégagements, un dégagement de la tête, une interception, 5 actions défensives et 7 récupérations. C'est très bien, franchement c'est plutôt pas mal comme stat défensive, et moi, voilà. Ce que je retiens, c'est son but. Déjà, c'est 99 ballons touchés, c'est 7 touches dans la surface adverse, 3 dribbles réussis, 9 passes dans le dernier tiers, un centre réussi, mais 3 sur 3 passes longues précises. Comme d'habitude, il donne toujours d'excellents ballons. Nuno Mendes, il a été bon. Et en plus de ça, il marque son but. Donc très bien, ça prouve encore une fois que offensivement, il est absolument énorme. Et de l'autre côté, on avait Hakimi également qui a été très bon, qui a notamment délivré 7 passes décisives pour Nuno Mendes. Il a été beaucoup de fois trouvé, même s'il a pu avoir un petit peu de déchets. Mais globalement, ça reste du très bon Hakimi qu'on a vu ce soir. 101 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, 7 passes dans le dernier tir, un centre réussi et une passe longue précise. Peut-être un peu moins propre que Nuno Mendes, mais franchement très bon. Un dégagement, une action défensive, 4 récupérations, c'est pas mal. Pour moi quand même un peu en deçà de Nuno Mendes, mais ça reste plutôt un bon match. Pacho et Marquinhos ont également été très bons. Alors moi j'ai quand même préféré le match de Marquinhos, qui a été absolument incroyable. Déjà il y a ce sauvetage sur la ligne pour un peu sauver les cages de Donnarumma, et voilà, il a fait un énorme match, notamment à la relance où je l'ai trouvé vraiment qu'il y avait beaucoup de personnalité. Il montait très haut, il faisait des récupérations également très hautes, des récupérations quasiment de milieu défensif, voire de numéro 8, tellement il montait haut sur le terrain. Et comme j'ai dit, à la relance, beaucoup de personnalité, quand même 6 passes longues précises réussies, donc voilà, c'est très bien. Et 5 récupérations, 8 actions défensive, 3 dégagements de la tête, 3 dégagements tout court, 3 blocages, un dégagement sur la ligne et un tacle réussi. C'est des très bonnes stats pour Marquinhos qui a fait un gros match. Et Pacho également a été intéressant. Quand même 5 passes longues précises également réussies, les 5 sur 5, donc ça c'est très bien. Bon match de Pacho également à la relance. Et défensivement on l'a peut-être un peu moins vu parce que forcément les Brestois ne sont pas forcément arrivés jusqu'à lui. C'est quand même le défenseur qui est finalement le plus bas sur le terrain. Mais il y a un tacle réussi, 2 dégagements de la tête, 5 actions défensives et 5 récupérations. Ça a été un très bon Pacho également ce soir. Et au niveau voilà des entrants, on a Désiré Doué qui a un but, une passe décisive qui est rentrée, qui a fait extrêmement mal, il a été énorme, une occasion créée, il donne une passe décisive donc pour Gonçalo Ramos, si je ne me trompe pas, et Gonçalo Ramos du coup donne la passe décisive pour lui. Il y a eu une grande chance manquée, c'est vrai que Désiré Doué pour le coup il a manqué la grande chance finalement, mais ça reste une très bonne entrée. 24 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, un dribble réussi, 2 passes dans le dernier tiers. Il a fait très mal vraiment dans ses prises de vitesse, dans ses dribbles, dans également les endroits où il se trouvait. Alors, en termes de positionnement il a été très bon, un tacle réussi, un blocage, 2 actions défensives, 2 récupérations. Il a même été bon défensivement, et voilà, il est rentré un peu à ce poste d'ailier gauche, d'ailier droit. Voilà, franchement très belle entrée de Désiré Doué qui marque, qui donne sa passe D. Franchement très belle entrée. Lee Kang-in qui est rentré, qui pour le coup lui a été son entrée est assez anecdotique finalement, puisque il rentre et malheureusement il n'est pas décisif, même s'il a quand même fait, il a quand même été trouvé sur pas mal de mouvements intéressants. Gonçalo Ramos lui également rentre, marque un but, délivre une passe décisive. Franchement son entrée elle a été très très bonne à Gonçalo Ramos. C'est vrai que ces derniers temps il n'était pas terrible, là il a fait une très bonne entrée, rien à dire. 2 occasions créées,
10 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, un dribble réussi. Franchement, c'est une très belle entrée de la part de Gonzalo Ramos, qui également au pressing a su presser, notamment Couder, le gardien adverse, et vraiment ça a été une très belle entrée de la part de Gonzalo Ramos. Et c'est Nimayolo également qui est rentré, qui marque son but à la toute fin, 8 passes réussies sur 8, 13 ballons touchés, une touche dans la surface adverse. Il marque son but, très bien, très bonne entrée de Nimayolo. Et Kimpembe également qui rentre à la fin, pareil, entrée assez anecdotique, mais voilà, ça reste quand même sympa de le revoir, même en Ligue des Champions, donc peut-être qu'il pourra un petit peu enchaîner un petit peu plus tard. Pour revenir rapidement sur cette histoire de phase finale, évidemment le Paris Saint-Germain aura le choix entre Liverpool et le Barça, enfin le choix. Non, ça va être tiré au sort, mais on aura le PSG tirera donc l'un des deux, affrontera l'un des deux. Donc évidemment ça va être très intéressant à suivre, on le saura vendredi, donc j'essaierai de vous sortir une petite vidéo pour parler de ce tirage au sort et peut-être essayer de vous donner des petits pronos de tous ces matchs. On bascule maintenant sur ce match du Real Madrid face à Manchester City, une rencontre qui a été franchement dingue, hein, j'ai envie de vous dire. Mais dingue, pas forcément dans le bon sens, parce que je vous avoue, je n'ai jamais vu un Manchester City aussi faible. Je regarde le football depuis finalement assez récemment, mais Manchester City, j'ai été très peu habitué à les voir faibles. Mais là, cette équipe était d'une faiblesse absolument dingue. Ce jeu positionnel pour moi est arrivé à une limite et on l'a vu hier soir et on peut regarder les menaces en attaque hein. Et franchement j'ai presque l'impression que les statistiques nous mentent tant j'ai trouvé ce Real Madrid au-dessus. Ils ont totalement écrasé hein, ces joueurs de Manchester City qui ont su se procurer quelques occasions, mais franchement pas tant que ça. Et je vois qu'il y a 1,32 pour Manchester City et je vais vous dire, je sais pas d'où ils viennent. Ils viennent probablement de la fin de match où le Real Madrid s'est un petit peu relâché. Hein. Évidemment, le Real Madrid gagnait 3-0, gagnait 6-2 au cumul des deux matchs. Et évidemment qu'ils sont un petit peu relâchés. Au final, il y a ce but à la fin sur un coup franc d'Omar Marmouche qui a été particulièrement bien tiré. Hein, ce coup franc. Et malheureusement, Marmouche, bah, hormis ça, est quand même bien passé à côté de son match. Mais voilà, ça reste... un but, j'ai envie de vous dire, même s'il est particulièrement anecdotique. Thibaut Courtois a touché le ballon quasiment que des pieds finalement. Donc voilà, ça prouve encore une fois que cette équipe de Manchester City a été très faible. Offensivement, ils n'ont pas été top. Franchement, Foden a couru dans le vide, Marmouche a couru dans le vide, Savigno également a déclenché beaucoup de courses de pressing dans le vide. Ce Real Madrid a eu quand même 48% de la possession, mais encore une fois, je rappelle que à ce moment-là, à peu près autour de la 74e minute, le Real Madrid était encore à 57% de possession à peu près. Donc ça prouve déjà que même sur son propre terrain, même sur la possession, Manchester City se fait avoir. Et j'ai trouvé ce jeu positionnel, franchement, mais mollasson en fait. C'est vraiment le mot. C'était tout mou, ça n'avançait à rien, ça ronronnait. Et c'est vrai qu'en face, bah, ce Real Madrid a juste su parfaitement défendre. Quand il fallait défendre, ils ont fermé le jeu, il y avait très peu d'espace qui était laissé, voire aucun. On a eu également des attaquants qui ont pressé également, même des défenseurs et des milieux, je veux dire plutôt des milieux de terrain qui ont pressé. Bellingham qui a été énorme au pressing, Ceballos et Tchouaméni également qui ont été excellents à la récupération. Et défensivement, on avait du Raúl Asensio qui a fait un très gros match, Rudiger également qui a été très bon. Ferland Mendy peut-être un petit peu en dessous, mais qui a été très bon également défensivement, voilà. Et Valverde qui a fait un match absolument énorme. Donc aussi, ils sont tombés face à un Real Madrid des très grands soirs, qui franchement commence à très bien jouer. Moi, j'ai envie de voir ce que ça peut donner par la suite, parce que ce Real Madrid commence à bien m'intéresser. Et on a eu évidemment un grand Kylian Mbappé qui a été absolument énorme, qui marque 3 buts, un triplé pour ce match face à Manchester City, un triplé au Bernabeu, un triplé au Camp Nou, c'est absolument dingue, c'est vraiment un exploit pour Kylian Mbappé, un bel exploit pour sa carrière. Donc voilà, c'est vraiment cool. Si on regarde, si on s'attarde un petit peu plus sur le match, on voit 48% de possession pour les Madrilènes à 52. Encore une fois, j'ai dit c'est 52 de possession pour Manchester City, s'explique surtout sur la fin de match où ils ont vraiment bien remis le pied sur le ballon et qu'ils ont essayé de se créer des occasions finalement pas particulièrement dangereuses. Courtois c'en est quand même bien sorti sur la fin, parce qu'il y a eu évidemment quelques occasions pour Manchester City, quelques frappes cadrées, mais Courtois a su les arrêter. Mais également défensivement, globalement c'est un très bon match. Marmouche a vécu un calvaire face à Raúl Asensio. 1,80 XG pour ce Real Madrid qui voilà, a su se créer pas mal d'occasions et surtout a été très efficace. Hein. Kylian Mbappé a vraiment fait un très bon match, pied droit, pied gauche, les trois sont très beaux en plus, hein. Les 3 buts sont très beaux. Il y a eu ce lob, cette action également rondement menée par Rodrigo qui la commence avec Bellingham également qui trouve ce très bon ballon pour Vinicius, et voilà, franchement c'est une action magnifique le deuxième but, et Kylian Mbappé qui à la fin vient mettre
un petit crochet qui fait que Gvardiol retourne à Leipzig et derrière marque. Et franchement c'est fou parce que enfin, l'adversaire était tellement faible que Mbappé s'amusait à décrire ses buts au niveau des célébrations, donc ça aussi c'était assez marrant. Et le dernier c'est une frappe pied gauche absolument magnifique, premier poteau extrêmement forte, alors premier poteau si je me souviens bien, ou deuxième poteau, mais quoi qu'il arrive ça change pas grand chose tellement la frappe était absolument magnifique. Un dribble, un passement de jambe, frappe, pied gauche, je savais pas qu'il avait une telle frappe sur son pied gauche, franchement très beau but. 15 tirs du côté des Madrilènes à 12. Il y a quand même eu 12 frappes hein, pour Manchester City, mais encore une fois, c'est pas des frappes particulièrement dangereuses. Et il y a eu deux grandes chances à une. Ces Madrilènes ont vraiment été très bons, ont été très efficaces offensivement. Au niveau des statistiques, on voit donc 1,80 de buts attendus, mais surtout on voit 15 tirs, 8 cadrés pour ces Madrilènes qui voilà se sont procurés énormément d'occasions, mais surtout des occasions très dangereuses parce que 8 tirs cadrés, c'est quand même dingue. Et c'est vrai qu'Ederson finalement, bah, malgré tout, ne fait pas tellement un mauvais match, même si je trouve que sur le premier but, franchement c'est n'importe quoi. Déjà l'alignement défensif sur le premier but est complètement catastrophique. Ruben Dias fait n'importe quoi. John Stones, il a joué 8 minutes. Bah, il a eu le temps de faire n'importe quoi sur ces 8 minutes. Et franchement, défensivement, cette équipe de Manchester City est pas rassurante. Au milieu de terrain, je les ai trouvés complètement à l'ouest, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, ça prouve encore une fois que ces Madrilènes ont su parfaitement exploiter cette défense complètement défaillante de Manchester City. Mais il y a quand même eu 8 tirs cadrés. Donc encore une fois, ça montre que Ederson a su faire des arrêts et a su être bon finalement, malgré quelques erreurs. De l'autre côté, il y a eu 12 tirs, 4 cadrés, ça montre déjà que cette équipe Citizens finalement s'est créé assez peu d'occasions puisqu'il y a le but, mais du coup il y a eu 3 tirs cadrés, Courtois les a arrêtés, il n'y a eu qu'une seule grande chance. Et c'est vrai que dans les statistiques, on n'a pas l'impression que Manchester City se fait tant rouler dessus que ça, mais je vous jure que si vous regardez le match, bah franchement, je suis désolé, mais Manchester City s'est fait complètement abattre. Ils ont eu beaucoup de mal à ressortir les ballons. Ils ont eu beaucoup de mal également à récupérer le ballon au Real Madrid. Hein. Franchement, j'ai jamais vu un Real Madrid autant en maîtrise sur ses passes. Finalement, enfin, c'est quand même fou de se dire que ton adversaire qui joue en possession est tellement faible que tu l'as sur lui, alors qu'à la base, t'as un jeu défensif. Voilà, encore une fois, c'est très parlant comme phrase, j'ai envie de vous dire. Si on regarde un petit peu les compositions, on voit que Vinicius a eu la note de 7,4, mais franchement, il a été très remuant, il a fait très mal à cette défense de Manchester City. Il n'a pas de passe décisive, il n'a pas de but, mais ça veut rien dire, parce que franchement, il a fait un gros match. Une occasion créée, il a été très bon, hein, notamment sur le but de Kylian Mbappé, le deuxième, où du coup c'est Rodrigo qui fait la passe décisive. Il a été notamment vraiment très intéressant sur cette action où il donne un très bon ballon pour Rodrigo. Vraiment, il a fait très mal tout au long du match. Un tir bloqué, 40 ballons touchés, 7 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 3 passes dans le dernier tiers. Voilà, même en termes de pressing, il a été bon. Rien à dire, gros match de Vinicius. Mbappé sort à la 78e, mais il a eu la note de 9,7 sur FotMob. Et franchement, c'est logique, tant il a été très bon. Déjà, il y a ses 3 buts, il y a quand même 7 tirs. Hein. Il a tiré 7 fois, Kylian. Et voilà, ça a été le joueur pour moi le plus dangereux hier soir. 2 occasions créées, 1,30 XG sur 1,80. Ouais, c'est dingue. Et c'est vraiment le joueur le plus dangereux. Précision des tirs, 5 sur 5. Voilà, une grande chance manquée certes, il y a eu 2 tirs bloqués, mais 32 ballons touchés, 9 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis sur 2, voilà. Franchement, on a eu un excellent Kylian Mbappé, qui a été trouvé parfois sur le côté gauche, mais globalement il a été trouvé dans l'axe, et franchement il a fait un bon match dans l'axe, hein. Il a été parfois sur le côté droit, parfois dans l'axe, parfois sur le côté gauche, il a été trouvé dans la profondeur, dans cette équipe de face à cette équipe de Manchester City, qui a énormément de mal défensivement, évidemment la profondeur ça fait très mal, donc voilà, il a été très bon. On a eu Rodrigo également qui fait un excellent match, 8,5 de note, et franchement il est très fort. Déjà au niveau des passes réussies il est à 100%, donc 31 sur 31, 3 occasions créées, voilà, très belle stat, 2 tirs sur 3 précis, mais voilà, globalement, enfin il a pas marqué, mais franchement il aurait pu, parce que encore une fois il a su se créer également à lui beaucoup d'occasions. 59 ballons touchés, 6 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 3 passes dans le dernier tiers, 2 centres réussis. Même au pressing, il a été important. Pour moi, c'est peut-être l'attaquant qui a récupéré le plus de ballons, hein, des 3. Et voilà, il a été très bon ce soir. Il a su vraiment créer énormément d'occasions.
Et moi j'ai adoré ce match de Rodrigo qui va voilà à chaque fois toujours un petit peu dans l'ombre, toujours celui dont on ne parle pas. Mais franchement il a été top hier soir, créé beaucoup d'occasions. Mais franchement je sais pas si Kylian Mbappé fait ce match s'il n'y a pas Rodrigo derrière pour lui procurer autant d'occasions. Donc voilà, gros match de Rodrigo. Bellingham également, qui était sur ce côté gauche, mais pas tant, hein, c'était plutôt un espèce de 4-3-3, même si Rodrigo était peut-être le plus bas des deux attaquants. Il y a eu deux occasions créées de la part de Bellingham, 71 ballons touchés, 3 touches dans la surface adverse, 2 dribbles réussis, 4 passes dans le dernier tiers, 3 passes longues précises défensivement, 4 récupérations, 4 actions défensives, une interception, un dégagement à la tête, 2 dégagements. Défensivement, il a fait très mal au pressing, mais également offensivement, il a su créer beaucoup d'occasions, il a dribblé, il a envoyé de bons ballons, il a été énorme. Franchement, par rapport à ce milieu de terrain extrêmement faible de Manchester City, lui a été énorme. Ceballos également a fait un très bon match, la note de 7,1, 55 passes réussies sur 61, une occasion créée, 71 ballons touchés, 5 passes dans le dernier tiers, 3 passes longues précises. Mais voilà, défensivement encore une fois une grosse activité, un tacle réussi, un dégagement, 5 actions défensives, 7 récupérations. Il a été énorme défensivement mais également offensivement, hein, voilà. Il a su donner quelques bons ballons et à la relance également il a été bon notamment pour imprimer ce contrôle qu'a essayé d'avoir le Real Madrid sur le match. Et franchement voilà, beaucoup de contrôle grâce à lui, grâce à Bellingham, grâce à Tchouaméni également, qui a fait une très bonne rencontre au milieu de terrain. 91% de passes réussies, une occasion créée, 64 ballons touchés, 3 passes dans le dernier tiers, 3 passes non précises, 2 tacles réussis, 1 blocage, 3 interceptions, 8 actions défensives et 3 récupérations. Énorme, vraiment très gros match de Tchouaméni qui a remporté également beaucoup de duels défensifs. Et voilà, franchement, très gros match de la part de Tchouaméni. Et en défense, on a eu un Ferland Mendy qui a été intéressant sur son côté, il a vraiment fait le travail, bon défensivement, offensivement pas tellement en vue, mais c'est pas grave, c'est pas vraiment ça qu'on lui demandait. Il a été bon, hein, vraiment face à un Savigno qui a été assez peu inspiré, face à un Marmouche également, face à Foden qui a été catastrophique, hein, vraiment qui a passé le match comme un fantôme. Rudiger a été très bon également. Déjà la relance, bon bah pas forcément énorme hein, parce que faut dire que quand même Manchester City a essayé de jouer mais a été quand même très faible hein. Mais il y a quand même 4 passes longues sur 8 finalement réussies, donc c'est pas forcément top, mais pour son retour défensivement il a fait très mal. 4 récupérations, 5 actions défensives, une interception, 2 dégagements de la tête, 3 dégagements, un blocage. Très bon match de Rudiger, mais moi surtout celui que je retiens en défense, bah c'est Asensio évidemment qui a fait un gros match, 95% de passes réussies, 43 ballons touchés, 2 passes longues précises, 2 tacles réussis, un blocage, 3 actions défensives, 3 récupérations, qui en plus de ça donne cette passe décisive absolument magnifique pour Mbappé. Franchement, énorme match de Asensio qui à la relance a été top, défensivement top. Je me souviens de ce tacle absolument magnifique sur Marmouche qui vient célébrer derrière. Il a vraiment une aura un peu de Sergio Ramos, Asensio. Et franchement, voilà, ça faisait plaisir. C'est vraiment un excellent défenseur, Raúl Asensio. Valverde qui était le capitaine du soir, qui a également fait un gros match, 4 occasions créées offensivement, il a fait très mal, 77 ballons touchés, une touche dans la surface adverse, 6 passes dans le dernier tiers, un centre réussi, 6 passes longues précises défensivement sur son côté également, il a été énorme, 3 récupérations, 8 actions défensives, 2 interceptions, un dégagement de la tête, 2 dégagements, un blocage et un tacle réussi. Il a fait très mal, que ce soit offensivement comme défensivement. Et face à cette équipe de Manchester City, encore une fois, qui a été très faible, il a été énorme. Courtois également réalisé beaucoup d'arrêts à la relance, il a été bon. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus pour Courtois. Maintenant Savigno, pareil, j'ai envie de dire un peu la même chose que pour Marmouche, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de courses dans le vide, beaucoup de courses qui n'ont pas servi à grand chose, ils ont été bien neutralisés par cette défense madrilène. Également Foden qui a passé le match tout simplement comme une ombre, hein, complètement fantomatique. Nico qui est finalement peut-être le meilleur du soir, déjà parce qu'il marque son but, mais surtout parce qu'il a essayé des choses à la relance notamment. Mais quand même, il perd des ballons assez simples. Je me souviens d'une interception de Bellingham sur une passe de Nico pour Foden, une passe latérale qui est normalement censée être assurée et que Bellingham récupère comme ça de manière presque nonchalante tellement c'était simple. Donc c'est vrai, voilà, Nico c'est peut-être le meilleur, mais il fait pas un match fondamentalement bon. Gundo lui tire vraiment la langue, hein, il est vraiment pas bon et ça se voit qu'il est complètement dépassé par les événements et franchement hier soir il était
vraiment pas terrible. Bernardo a pas fait un bon match, hein. Pareil comme une ombre, hein, j'ai envie de vous dire. Gvardiol s'est fait complètement mélanger par Mbappé, par Rodrigo, par Vinicius, il s'est fait mélanger à chaque fois. Ruben Dias, absolument catastrophique, que ce soit à la relance, mais également défensivement. Sur le but, le premier but de Kylian Mbappé, il est complètement à la ramasse. D'ailleurs, je trouve que l'alignement défensif tout au long du match a été catastrophique. Voilà, je sais même pas quoi dire défensivement, d'être aussi mauvais, c'est quand même assez dingue. Kuzanov a vraiment passé une très sale rencontre face à Vinicius. Stones est sorti tôt, remplacé par Nathan Ake, qui a vraiment pas été bon non plus. James McAtee a pas été bon, Kovacic non plus. Et au final, les entrants madrilènes, on les a pas tant vus que ça, mais Eduardo Camavinga fait une entrée correcte. Brahim également, Luka Modric aussi, et Alaba et Hendrick qui rentrent à la fin du match. Je crois que Hendrick n'a même pas touché de ballon, mais voilà. Et c'est vrai que du côté déjà de Manchester City, bah t'avais Kevin De Bruyne sur le banc et Erling Haaland également. Les deux étaient blessés, donc déjà c'était un peu compliqué d'essayer de faire quelque chose. Grealish et Doku ne sont pas rentrés, probablement également un petit peu touchés. Donc ça aussi, ça n'aide pas évidemment d'avoir tes attaquants un peu stars comme Kevin De Bruyne et Haaland blessés, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Et c'est vrai pour le coup que ça manquait peut-être d'une présence dans la surface, et on l'a vu ce soir parce que pour moi Marmouche, c'est clairement pas un attaquant de finisseur, un peu de renard de surface, et franchement on a vu qu'il a manqué ce profil à Manchester City. Et voilà, j'ai envie de vous dire finalement que cette victoire est assez logique au vu du match, au vu de comment a joué ce Real Madrid face à Manchester City. C'est vraiment plutôt logique. C'est vraiment, voilà, je suis désolé, hein, c'est le mot, logique. Il n'y a pas vraiment d'autres mots. Au niveau de la phase finale, donc le Real Madrid affrontera soit l'Atlético Madrid, soit le Bayer Leverkusen. Donc voilà, je sais que Kylian Mbappé a déclaré qu'il préférait affronter l'Atlético. Moi personnellement, je préférerais qu'ils affrontent le Bayer Leverkusen pour qu'on ait une rencontre un peu inédite, même si évidemment on l'a déjà vu par le passé. On se rappelle de cette finale de Ligue des Champions, je crois que c'est 2002, où Zidane met donc sa fameuse retournée. Oui, je n'étais pas né, mais j'ai vu évidemment le match sur Footballia notamment. Donc voilà, ça peut être une très belle rencontre, on va avoir des matchs intéressants, également on va parler un petit peu des autres. Donc on a Benfica qui affrontera soit le Barça, soit Liverpool, donc ça dépendra évidemment des deux tirages, que ce soit le Paris Saint-Germain ou Benfica. Si Benfica est tiré en premier et affronte Liverpool, le PSG aura le Barça, et inversement. Par contre de l'autre côté, on voit que Dortmund peut affronter soit Lille, soit Aston Villa. Je préférerais qu'ils affrontent Aston Villa, moi j'aimerais bien voir un Lille-Bruges. Je dis pas que Bruges ce soit mauvais, parce qu'ils ont quand même foutu 5-2 à l'Atalanta sur le cumul des deux matchs, mais je sais pas pourquoi, je pense que cette équipe lilloise peut battre cette équipe de Bruges, tout comme elle peut battre cette équipe de Dortmund, qui franchement, même s'il a battu le Sporting, n'a pas été flamboyante, hein, on va pas se mentir, et surtout, franchement, Dortmund est dans une période très complexe en ce moment, ils n'ont plus que la Ligue des Champions à jouer. Donc ça peut être également un match intéressant, donc on verra le tirage. Le Bayern affrontera soit le Bayer Leverkusen, soit l'Atlético Madrid. Moi encore une fois je préférais que ce soit l'Atlético Madrid. En plus ils ont joué le Bayer Leverkusen très récemment. Donc voilà, j'aimerais bien voir un match face à l'Atlético, surtout que je crois qu'on l'a pas vu dans cette phase de Ligue des Champions. Et surtout j'ai l'impression que ça fait une rencontre que ça fait assez longtemps finalement qu'on n'a pas vu. Alors peut-être que mes souvenirs me jouent des tours, mais voilà, ça fait longtemps. Et au final, le PSV Eindhoven affrontera soit l'Inter Milan, soit Arsenal. Et le Feyenoord, ce sera pareil, soit l'Inter Milan, soit Arsenal. Ce sera peut-être l'une des rencontres qui nous intéressera le moins, mais ça peut quand même être un match un petit peu hipster, un petit peu intéressant, comme si on avait un Aston Villa Bruges, un match un petit peu hipster, un petit peu intéressant, surtout que du côté de Bruges. Alors, je vous spoil peut-être quelques vidéos qui vont sortir. Je vais essayer de parler des petits cracks qu'on a en ce moment qui pourraient exploser cette année. Et c'est vrai que j'ai bien repéré le petit Shamsedine Talbi, mais également d'autres joueurs de Bruges qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil. Donc à voir, je vous ferai probablement cette petite vidéo bientôt. Donc voilà, il y aura évidemment quelques joueurs de Bruges qui sont vraiment excellents. Bon bah les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne évidemment, ça fait toujours plaisir, à commenter la vidéo pour me donner votre avis vous sur ces deux rencontres, et surtout voilà, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.